de la Côte d'Ivoire. Mes parents du nord de la Côte d'Ivoire, les Sénoufo, dans la région du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Hambol, m'ont offert ce magnifique boubou que portent les personnalités un peu âgées, qui ont de la stabilité et de la sagesse. Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez l'éléphant, les caméramans, les téléspectateurs ne voient pas, mais l'éléphant, qui n'est pas le symbole central dans la civilisation, c'est nous faux, mais qui est un symbole qui compte, c'est le symbole de la sagesse, de la stabilité, de la longévité. Bon, voilà. En tout cas, merci à cette civilisation qui a apporté énormément à l'Ouest africain. Nous les saluons. Jean-Yves Doué, bonsoir. Non, mais je pense que non. Vous ne connaissez pas l'origine de votre tenue, je connais l'origine. Je pense que le président a déjà tout dit. Hein. On va essayer de transposer tout ce qu'il a dit à l'Ouest. Et bon, donc la tenue que je porte est une tenue de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, précisément les Guérés. Il y a le nom dans la langue, c'est quoi? C'est le fly. Ah, okay. Nous sommes revêtus avec Henri. Henri, bonsoir de cette tenue. Bonsoir, Carly. Alors, oui, moi, je porte également une tenue de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, tenue royale. Voilà. Seuls les rois, c'est-à-dire... Merci Henri, on a compris. Okay, merci beaucoup. Bonsoir Norbert. J'aimerais préciser qu'il y a une différence entre ces deux tenues. Ça, c'est l'Ouest montagneux. Exactement. Chez les Yacouba, ils portent de larges bandes. Et chez les Guérés, c'est de fines bandes. Comme chez nous, là. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qui fait un peu la différence. Mais tout est essentiellement fait en coton. En tout cas, c'est de l'épais, voilà, c'est de l'épais coton, mais il ne faudrait pas penser que ça tient pas chaud. Hein. En tout cas, on a très chaud sur le plateau, mais bon, comme c'est l'indépendance, ça va faire avec. Norbert et vous n'avez pas rapporté votre tenue? Ben non, parce que même si je suis très honoré d'être assis à côté de Sa Majesté, je rappelle quand même que je suis foncièrement républicain, n'en déplaise au roi Henri, au bon roi Henri. Je ne peux pas m'habiller comme vous, mes chers amis de la bande à Carlyle, pour la bonne et simple raison qu'il me manque une qualité, et c'est celle d'être ivoirien. Oh non, vous êtes ivoirien de cœur. Merci pour ce que vous faites, en tout cas, Norbert. Bon, parlons des choses sérieuses, messieurs. 65 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est ce qu'a dit le chef d'État hier dans son allocution présidentielle. Et parlant d'allocution, président Jean-Paul Leroux, comment avez-vous trouvé le chef d'État ivoirien? Je le disais tout à l'heure au plateau avec mes amis que c'était l'un des discours, sinon le discours depuis son accession à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, le plus court, à peine 13 minutes. Et puis, comme on dit chez nous dans notre métier de journaliste, s'il n'y avait pas à manger et à boire là-dedans, je juge tout simplement que c'était tout simplement un discours ferme, résolument tourné vers le contrôle du fait que le récit politique en Côte d'Ivoire, c'est lui qui l'écrit. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Jean-Yves Doué. Oui, moi je pense que moi je suis aussi resté sur ma faim parce qu'on attendait à ce qu'il décrypte en fait l'environnement politique compte tenu de tout ce qui se passe, mais il ne l'a pas fait. Et moi en fait, en observant ou en essayant de décrypter en fait tout ce qu'il a dit, il est resté sur sa même ligne. Hein. Il est resté sur sa même ligne, c'est-à-dire justifier encore son quatrième mandat. C'est-à-dire cette candidature-là, il a justifié en quoi faisant déjà, lorsqu'on regarde la forme, derrière lui, on avait le drapeau de la CEDEAO et de la Côte d'Ivoire. Habituellement, c'est seulement le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc là, il voulait mettre en avant la sécurité sous-régionale dont il avait parlé parce qu'il a dit que face au devoir, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc son devoir aujourd'hui pour lui, c'est de créer cette stabilité-là dans la sous-région pour lui. Et donc je pense que lors de son discours, c'est ce qu'il a essayé de démontrer avec ces différents signes-là, Et par la suite aussi, on avait la photo du président Oufoué derrière, comme pour dire qu'il est l'héritier, surtout fouettiste là. Il y en a qui disent qu'ils sont fouettistes selon lui. Bon, on va parler du PDCI. Donc pour lui, c'est lui qui reste, c'est lui le véritable fouettiste, c'est lui qui peut garantir cette stabilité-là. Et puis, lorsqu'on va aussi dans le fond, comme je le disais tout à l'heure, il a parlé de tout, sauf de l'essentiel.
sauf cette décision-là qui allait en fait désamorcer cette bombe-là qu'on voit venir. Donc il ne l'a pas fait, il a pris des décisions pour les fonctionnaires, et aussi je pense que aussi au niveau du secteur, ça c'était au niveau du secteur public, mais au niveau du secteur privé aussi, il a quand même, il a complètement balayé en fait comment on appelle ça, la responsabilité, il a remis la responsabilité aux chefs d'entreprise, donc au secteur privé, en disant qu'ils prennent des responsabilités concernant les augmentations. Moi, je pense que ça, c'est quand même fuir quand même la responsabilité parce qu'il reste le président des Ivoiriens, secteur privé comme secteur public. Donc, lorsqu'il a des augmentations, il faudrait qu'il fasse des efforts aussi dans le secteur privé pour que des chefs d'entreprise aussi puissent abonder dans ce sens-là pour mettre en place ces différentes augmentations. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont été dit, mais sauf qu'il est resté sur la justification en fait de son quatrième mandat, selon moi. Ah oui. Alors, merci Khalil. Moi, je retiens plutôt un discours apaisant. Un président qui a fait la cartographie des actions, disons, des états généraux du pays. Et à travers ce discours, j'ai noté 7 points clés. Déjà, la célébration de l'indépendance à Bouaké. Et il a rappelé pourquoi le choix de Bouaké. Et je pense qu'on aura l'occasion de s'entretenir là-dessus. Par la suite, il a parlé également de la consolidation des acquis. Et il était important pour les Ivoiriens de rechercher cette paix. D'accord, parce que comme on le dit, il n'y a pas de développement sans paix. Donc la cohésion sociale est très importante à ce niveau. Il a parlé également des mesures sociales fortes à travers des fonds d'appui pour les femmes, également des programmes de jeunesse, parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, la Côte d'Ivoire est essentiellement la majorité de jeunes. Donc, des programmes pour accompagner les jeunes à travers les formations, l'éducation, l'entrepreneuriat. Il a aussi parlé de justice et de réconciliation. Il a également parlé de préparation pour les prochaines élections, qu'il y aura, bien entendu, toutes les mesures sont prises pour pouvoir garantir des élections apaisées, crédibles. Voilà, et qu'il était important que chacun puisse jouer sa partition à ce niveau, parlant des acteurs politiques. Il a parlé aussi de l'invitation, d'accord, déjà de la population de Bouaké à venir célébrer ce 65e anniversaire, d'accord, à Bouaké et toute la population ivoirienne. Et il a parlé, comme le président l'a dit tout à l'heure, je crois, de maturité, parce que ce 65e anniversaire, on va dire, c'est l'âge de la maturité. Donc, il est important que chacun puisse avoir un devoir de responsabilité, garantir cette cohésion sociale pour qu'on puisse avancer main dans la main, compte tenu de tout ce qui migre autour de nos frontières, parlant des questions sécuritaires, des enjeux mondiaux et tout ce qui migre. Donc voilà ce que je pourrais dire de façon synthétique du discours du président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Norbert. Merci Khalil. Moi, je dirais que c'était un discours convenu et ça n'est pas une critique parce que ce genre de discours à des dates fixes pour commémorer des événements, c'est toujours un peu le cas, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France ou ailleurs. Les mots sont toujours un peu les mêmes. On annonce une mesurette par-ci, une mesurette par-là, et puis on attend. J'avais pas fait le décompte qu'a fait le président, qu'a justement fait le président Oro. C'est le discours le plus court depuis qu'Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Et du coup, cette brièveté dans son propos met en valeur la remarque de Jean-Yves, à savoir que ce qui en tout cas pour beaucoup d'observateurs compte le plus, ça n'est pas tant ce que le président a dit que ce qu'il n'a pas dit. Et donc, beaucoup d'Ivoiriens, plein d'illusions, l'attendaient sur ce qui n'est pas venu, c'est-à-dire l'ouverture, alors qu'on est à quelques encablures des élections, l'ouverture du jeu de la démocratie élective en Côte d'Ivoire. Le jeu reste très verrouillé et le non-dit est vraiment dommage et peut-être plus important et permet à des jeunes Ivoiriens de faire cette remarque aujourd'hui sur le plateau d'une télévision très écoutée en Afrique. C'est dommage. Alors, je pense que vous deux, pour clarifier vos propos, vous attendez du président qu'il puisse annoncer à la fois soit une amnistie pour le président Gbagbo ou une RLE pour pouvoir... Ou les deux. Oui, clairement, pour pouvoir décrisper un peu. Jean-Paul Roy, est-ce que c'était dans l'intérêt du chef d'État de faire cette annonce le 7 août?
Et est-ce que l'espoir est définitivement perdu puisqu'il n'a rien dit? Comme je l'ai dit en entame de cette émission, pour moi, j'ai dit que le président Alassane Ouattara est en train d'expliquer aux Ivoiriens, à la classe politique et à l'opinion internationale que le récit de la vie politique ivoirienne, c'est lui qui l'écrit. Le narratif, c'est lui qui le donne. Et donc, certainement que à l'instant où nous nous trouvons, au 6 août, au moment où il prononce cette allocution, il ne se sent pas sous pression quelconque pour qu'il puisse changer le narratif ou le récit qu'il a écrit il y a quelque temps, comme le disent l'opposition, c'est-à-dire verrouiller le système de sorte qu'il puisse être candidat à l'aise, certainement qui sera devant un certain nombre de, je dirais, de candidats qui ne sont pas à sa mesure. Comme on le dit, il a éliminé les cadors, ou du moins les gros morceaux, pour se retrouver en face de... Bon, c'est des candidats sérieux, mais je dirais du menu frottin. C'est sans mauvaise intention, pas pour les disqualifier, mais pour dire qu'en réalité, éliminer Laurent Gbagbo, éliminer Tidiane Thiam, tout ça, bon, voilà, c'est un peu gênant. Mais il faudrait que certainement que l'actualité politique prennent d'autres tournures, que les questions du dialogue politique secret, pour que le président Alassane Ouattara se voit obligé de revoir son récit politique qu'il veut implémenter à la Côte d'Ivoire, à la classe politique ivoirienne. Et pour moi, c'est ça en réalité. Il sent que tout ce qu'il a prévu, il est en train de dérouler ce qu'il a prévu, et puis voilà, quoi de plus normal pour le faire. Donc pour lui, les tensions dont nous parlons ici, pour lui, c'est une tension ou c'est des tensions virtuelles qui n'existent pas. C'est les Ivoiriens qui les créent sur les plateaux télé ou dans les journaux. Donc pour lui, il ne le sent pas. Donc il continue, il déroule ce qu'il a prévu dans son récit ou son narratif. Voilà pourquoi j'estime que lui ne se sent pas obligé pour l'instant d'amnistier le président Laurent Gbagbo ou d'organiser... Il n'a aucun intérêt politiquement parlant lui-même dans le faire. Hein. Ou en tout cas, pour l'instant, ça ne rentre pas dans son jeu. Jean-Yves Doué. Oui, en fait, je ne dirais pas qu'il n'a aucun intérêt parce que c'est de l'intérêt de la paix, de la quiétude en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, il a tout intérêt à garantir cette paix-là. Mais je pense que, comme le président le disait tout à l'heure, en fait, il a son agenda. Il ne veut céder à aucune pression et ça, on l'entend. Mais le problème, c'est que on est dans un environnement politique. Et on a des partis politiques aussi qui, eux aussi, n'attendent que ça pour maintenant passer à l'offensive en ce qui concerne les campagnes électorales, les campagnes pour les élections et tout. Donc, ils veulent maintenant passer à une autre phase. Ils veulent finir avec ces histoires de candidature et puis passer à la phase suivante. Mais là, le président, moi, je pense qu'il essaie de jouer la montre jusqu'au dernier moment. Tu as posé une question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il est tard. Non, il n'est pas tard parce que le président peut à tout moment convoquer la population pour s'entretenir, pour faire un discours, pour amnistier. Est-ce qu'elle peut arriver avant la validation du Conseil constitutionnel? Mais est-ce qu'elle peut arriver? C'est le président, celui qui a son calendrier. Normalement, on attendait à ce qu'il annonce sa candidature le 6, il a fait le 29. Donc c'est lui seul qui a son calendrier, c'est lui seul qui pourra dire ce qu'il est. Je pense qu'il est aussi friand de ce genre de choses-là, détourner, essayer de dribbler tout le monde. Voilà, donc on ne peut pas préjuger de ce qu'il va faire, mais je pense que quelque part il pourra car il faudra qu'on note aussi que, comme je disais tantôt, hein, dans son esprit, dans son entendement, c'est lui qui donne le tempo. Et pour le corps, comme il a dit tantôt, pour le corps électoral, c'est le président de la République qui doit produire un communiqué et un décret. C'est lui qui doit prendre un décret pour convoquer le corps électoral ivoirien. Donc pour l'instant, il n'a pas encore... À 2 mois et demi, il n'a pas encore fait signer ce décret-là. C'est-à-dire qu'il y a encore toutes les possibilités. Les portes sont encore ouvertes. Le champ des possibles est là devant nous. La question d'une RLE, la question d'une amnistie, tout ça là, ces possibilités sont encore là. C'est vrai, ça dépend de lui. Mais comme c'est lui qui donne le tempo, regardons, attendons. Henri, alors, est-ce que l'espoir est perdu? Moi, je pense que l'espoir n'est pas perdu. Pour revenir au propos du président Oro. Aujourd'hui, nous avons en face un président très stratège et qui montre effectivement qu'il est le maître du temps, le maître de la situation. Et il est le dernier recours par excellence pour l'opposition. Pour l'opposition concernant la RLE, la réintégration des noms des partis politiques.
Et à pratiquement 2 mois des élections, moi je pense que l'occasion n'était pas le 6 août. Et Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, il ne va pas subir quelques pressions des membres de l'opposition pour quoi que ce soit. Le président a toujours fonctionné selon son tempo, selon son timing. Il le fera selon vous? Et moi, je pense qu'il le fera, mais ce n'était pas le 6 août. Parce que, bien entendu, moi, je savais qu'il n'allait pas prononcer des paroles en faveur de l'opposition lors de son discours à la nation. C'est un 6 août qui a gracié le président Gbagbo. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre dans la suite du calendrier. Non, c'est vrai. Très bonne remarque, Carlyle. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc pourquoi ne pas en faire autant? C'est un 6 août qu'il annonce sa candidature aussi. Tout à fait. Non, là, c'était vraiment un non-événement, quoi. On est resté sur sa fin. On a presque l'impression, c'est qu'il a hâte qu'on en finisse avec ces histoires, qu'on passe vite le cap du mois d'octobre et puis qu'on tourne la page. Seulement, peut-être s'illusionne-t-il parce que samedi est prévu une marche. Moi, je vais poser une question. Est-ce que cette marche peut influencer un peu... Et puis déjà, est-ce que le Front commun peut mobiliser? Oui, le Front commun. On a le souvenir de grandes marches en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut revivre ça? Oui, on peut le revivre. Il n'y a pas de... C'est vrai, celui qui a fait la plus grosse mobilisation dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour l'instant, c'est Charles Blé Goudé, le 2 octobre 2002, si je ne m'abuse, et près d'1 million d'Ivoiriens sur la place de la République, à Abidjan au plateau. En dehors de cela, on n'a pas encore souvenir d'une telle mobilisation, mais j'estime que Laurent Gbagbo, son équation personnelle, peut permettre une forte mobilisation le samedi 9 mars prochain. Et Tidiane Thiam aussi, et le PDCI, ils en ont vraiment là. Eux aussi, ils ont envie de faire une démonstration de force pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont présents et certainement faire pression sur le président Alassane Ouattara, parce que je pense, et j'imagine qu'ils ont dû le comprendre, que le président Alassane Ouattara ne bougera pas d'un iota. Il va dérouler son narratif, il utilisera son temps, son chrono comme il le veut, tant qu'il n'a pas cette pression-là, cette pression nationale et cette pression à l'international, j'imagine. On nous dit que c'est un homme sans pression, enfin, qui ne subit pas la pression intérieure comme extérieure. Donc, ça c'est pas du footing. Ça c'est le narratif de ses soutiens dont le président il décide de lui-même. Moi, je sais qu'en 2018, quand le président Alassane Ouattara prend une ordonnance d'amnistie qui amnistie un certain nombre de personnalités, dont Simon Gbagbo, c'est suite à un rapport du Parlement européen sur les questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ça a été un rapport qui a secoué le président Alassane Ouattara. Ça a été une pression. Il a fallu qu'il lâche un peu du lest pour que ses partenaires extérieurs... voilà. On reviendra sur le Front commun, mais j'aimerais qu'on réagisse rapidement. Il y a une info qui est sortie cette semaine. Norbert, je me tourne vers vous sur l'échange téléphonique qui a eu lieu entre le président Ouattara et le président Gbagbo. Est-ce que vous avez plus d'infos sur ce sujet? Oui, enfin plus, j'imagine que nous devons partager les mêmes infos sur le sujet. D'abord, le coup de fil est confirmé. Deuxième, ça c'est un. Et deux, c'est bien Ouattara qui téléphone à Gbagbo. Et pas l'inverse. Ça aussi, ça a une signification. Et le reste, c'est le vide. C'est-à-dire qu'il téléphone pour obtenir dans son oreille une fin de non-recevoir. Il téléphone pour inviter le président Gbagbo au fête de l'indépendance à Bouaké et le président Gbagbo décline l'invitation. Pour des questions d'agenda officiellement. Comment? Pour des questions d'agenda officiellement. C'est ce qui a été dit. Les raisons qui ont été invoquées sont effectivement des raisons qui relèvent de la civilité, on va dire. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est pourquoi... Enfin, me semble-t-il, hein, je vous donne ma lecture. En dehors de ça, j'ai pas d'autres infos. Ce qui est important, c'est pourquoi Alassane Ouattara téléphone-t-il à Laurent Gbagbo? Pourquoi le fait-il?
Et ça vient un petit peu nuancer l'analyse qui vient d'être faite par le président Oro. Moi, je pense que s'il le fait, c'est parce que viennent de toutes parts des voix, et notamment de l'Union africaine, lui demandant de faire quelque chose. Je rapproche ce coup de fil des rencontres qui ont eu lieu entre le RHDP et deux leaders de la CAP, c'est-à-dire Charles Blé Goudé et Simone Eive Bagbo. Et donc, vous me demandez de faire quelque chose, vous insistez, ok, je vais faire quelque chose. Sauf que c'est mal fait. Pourquoi ? Parce que l'opposition veut bien qu'on rouvre le dialogue politique en Côte d'Ivoire, mais avec le gouvernement, pas avec le RHDP. C'est pas du tout la même chose. Qui est allé à la rencontre de Simone Eive Bagbo ou de Charles Blé Goudé ? Le RHDP. Il s'avère que là, on est tout entier dans cette ambiguïté d'un président de la République qui est également président du parti. Il n'est pas au-dessus des partis. Il est juge et parti. Mais il n'y a pas un gouvernement en Côte d'Ivoire que fait Monsieur Begré-Mambé. Pourquoi n'est-ce pas lui qui impulse ce dialogue politique sollicité, réclamé notamment par l'Union africaine ? Pourquoi ? Et donc le coup de fil, moi je l'inscris un peu dans cette... je téléphone parce que je ne peux pas ne pas téléphoner, mais je téléphone pour ne rien dire. Et Laurent Gbagbo n'est pas tombé dans ce piège, il n'a pas donné dans ce panneau, parce qu'il a très bien compris, c'est un homme très expérimenté, il a très bien compris que l'intention n'était pas là, n'était pas sincère, en tout cas pour l'instant. Alors vous me demandez des informations, le dialogue continue évidemment, mais par des intermédiaires qui continuent, qui n'ont jamais cessé de se voir, mais les deux hommes directement, ça a tourné court très rapidement, parce que Laurent Gbagbo a tout de suite compris. Ah ouais, ça n'a pas été long l'appel, hein. Ils n'ont pas longuement parlé selon les... Ah bah ça a été courtois, ça c'est sûr, c'est courtois, mais c'est un peu comme quand je téléphone à Jean-Paul ou à Henri, Jean-Yves, comment vas-tu ? Il fait beau aujourd'hui, tiens, s'il pleut, ça sera tant mieux. Allez, salut, à bientôt Jean-Paul. Non, il ne faudra pas qu'on donne plus d'importance à ce coup de fil du président Alassane Ouattara au président Laurent Gbagbo. En réalité, c'est un coup de fil de l'ordre protocolaire. Hein. Moi, je ne pense pas que ce soit lié aux histoires de l'Union africaine, histoires de l'Union européenne. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara estime qu'il est important lorsqu'on célèbre l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à chaque occasion, il invite le président. Ça a été fait en 2022, exactement. Ça a été fait en 2023, ça a été fait en 2024. À chaque année, il le fait, il appelle. Donc pour lui, c'est un coup de fil, je dirais, je ne sais pas si c'est peut dire protocolaire ou traditionnel, qui passe à Laurent Gbagbo. Il n'a aucune intention politique ou politicienne derrière. Et Laurent Gbagbo, naturellement, il dit non. Laurent Gbagbo, et ce n'est pas la première fois, en 2022, Laurent Gbagbo a dit non. On espérait qu'en 2023, Laurent Gbagbo allait être là, parce que entre-temps, en 2023, il y avait eu cette remise du prix... la paix. Prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Yamoussoukro, à Angela Merkel ou Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié avait pris part. Exactement. Et les deux hommes, ça avait auguré d'un certain nombre de choses, mais c'était dans la perspective, les gens espéraient une amnistie pour le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, le 6 août qui a suivi, le président Alassane Ouattara a annoncé une grâce pour le président Laurent Gbagbo. Et du coup, ça a agacé Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. C'était prévu, c'était dans les tuyaux, les places étaient prises, il y avait des places réservées pour eux je pourrais dire dans la tribune officielle. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas été présents à cet événement à Yamoussoukro. Donc pour moi, ce n'est pas nouveau. Certainement, quand les journalistes publient cette information de ce coup de fil, nous savons que nous, journalistes, on peut ne pas avoir le fin mot de l'affaire, mais on peut mouliner sur une information, un coup de fil un ancien chef d'État et un autre chef d'État. On peut, en fonction de l'actualité, faire mouliner un certain nombre de sujets dont ils peuvent parler. Donc c'est à ce sujet que certainement Jeune Afrique s'est autorisé, ses libertés de dire voilà
les sujets auxquels ils auraient pu échanger. Moi, je pense que, comme Norbert a dit, très protocolaire. Ça a été très protocolaire, un coup de fil certainement très bref. Vous avez dit, Laurent, mon frère Laurent, si tu veux venir. Le frère Laurent a dû dire, mon frère Alassane, je ne pourrais pas être là. Avec la voix, avec... Jean-Yves Doué. Oui, mais en fait, bon, personnellement, je pense que c'est, comme le président l'a dit, en fait, c'est protocolaire. Ça a été fait. Mais personne ne s'intéresse au timing de la publication de l'article, en fait. Mais si, justement. C'est ce que je veux vous poser. Mais bien sûr. Non, on peut comprendre que les services de communication ont dû alimenter. Nous, on sait comment ça fonctionne dans le jargon. Voilà. Nous, on veut faire. C'est là que je voulais attirer votre attention, chacun. Jean-Yves, ça ne vous. Non, il faut comprendre que les services de communication de la présidence peuvent faire fuiter cette information pour indiquer ou montrer aux yeux du monde que vous voyez le président Alassane Ouattara, il tend la main, il veut discuter, il est proche, il veut parler avec Gbagbo, c'est Gbagbo qui veut pas. Voilà. En réalité, voilà comment on peut utiliser, j'imagine, hein, je n'ai pas les éléments, mais j'imagine que c'est les services de communication de la présidence qui font ça. Tout simplement parce qu'il veut montrer ça. Mais Laurent Gbagbo, naturellement, il ne tombe pas dans le piège. Tout le monde, c'est les observateurs de la vie publique ivoirienne savent que voilà. Oui. Alors, moi, je pense que c'est un non-lieu. Hein. C'est un non-lieu, cet appel. Il s'agit de préparer la fête de la Côte d'Ivoire, la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est une fête qui réunit, en fait, toute la population et tous les partis politiques, sinon tous les acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, loin des idéologies, loin des crispations, des frictions, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais là, c'est l'occasion où toute la Côte d'Ivoire doit être réunie, en fait. Et là, c'est l'occasion où il faut parler de cohésion, de paix. Et donc, quoi de plus normal pour le président aujourd'hui? Et comme le président l'a dit tout à l'heure, il faut montrer aux yeux de l'opinion que oui, on a un président qui est ouvert, qui n'a pas de problème, qui tend la main, qui appelle, qui décide de réunir en fait ses opposants politiques, voilà, ses opposants politiques, on va dire quoi, à participer aux festivités de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une mauvaise décision du président Gbagbo de ne pas participer. Non, il a son agenda, il a son calendrier. On ne va pas lui en vouloir, voilà, de ne pas participer, mais le fait est que le président a pris la peine de l'appeler de façon cordiale, républicaine, protocolaire et tout ce qu'on veut. Il n'était pas forcément obligé de le faire. Non, ce n'est pas. Il faudrait qu'on voit. Il faudrait pas qu'on voit dans le refus. Voilà. Oui. Non, président, j'ai pas dit ça. Enfin, je pose encore. Il a son agenda. J'aimerais qu'on. C'est pour ça que je parle de contexte aussi. Non. Et je disais, j'aimerais rappeler à mon jeune frère Henri, ce n'est pas une affaire d'agenda. Il n'a pas d'agenda. Laurent Gbagbo veut dire à la nation. Il a son agenda. Laurent Gbagbo veut dire à la nation et au reste du monde que dans le pays là, dans le pays où les anciens chefs d'État se retrouvent le jour de la fête nationale avec le chef d'État en exercice, c'est dans les pays où tout va bien. Je ne peux pas aller m'asseoir avec Alassane Ouattara dans une tribune de la fête nationale ou bien de la fête de l'indépendance pendant que tout ne va pas bien dans le pays. C'est une manière de marquer son illégitimité? Pas son illégitimité. Laurent Gbagbo veut dire aux yeux du monde, comme il a dit en 82 face à Oufoué, il n'était pas menacé, sa vie n'était pas menacée, il allait au travail, mais quand il fait cet exil politique en France, c'est pour dire à la France politique que dans mon pays, les choses ne se passent pas comme il faut dans une république démocratique. C'est pareil. Quand il refuse de venir se présenter à cet événement, c'est pour dire à la Côte d'Ivoire, aux yeux du monde, ce pays-là ne se passe pas normalement. Ce n'est pas un refus politique, un refus poli juste parce qu'il a son agenda. C'est pour dire aux yeux du monde, moi je ne vais pas m'asseoir là-bas parce que dans ce pays-là, les choses ne se passent pas comme il faut. Oui, en fait, et puis le président Ouattara est aussi, faudrait qu'il soit aussi... non, je ne dirais pas dire honnête, mais en fait, on a été habitué à beaucoup de stratégies de sa part. Et donc aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo il effectivement, il a refusé cette invitation. Mais je me demande en quel honneur, c'est-à-dire en quel honneur déjà il invite seulement le président Laurent Gbagbo, il invite aussi le président Thiam. Et donc, pourquoi il ne le fait pas? Il invite les anciens chefs d'État. Bon, ok, les anciens chefs d'État. Bédié n'est plus. Le seul ancien chef d'État qui est en vie, c'est Laurent Gbagbo. Ok. Oui. Donc, en fait, pour moi, en fait, on est dans un contexte particulier. Donc, on parle d'un contexte préélectoral.
Et du coup, moi, je pense que pour désamorcer, on aurait pu aussi inviter aussi c'est-à-dire les responsables des grands partis politiques, notamment, il aurait pu appeler le président Thiam aussi pour lui demander de venir participer. Mais je pense que ces derniers jours, on a assisté à beaucoup de choses. Donc, je pense que ça aussi, tu ne peux pas d'un côté demander au président Laurent Gbagbo, en parlant de cohésion sociale, l'inviter à une fête nationale, parce que c'est ce qu'Henri disait tout à l'heure, inviter à une fête nationale pendant ce temps. Avec Tidiane Thiam, depuis il est en France, il ne peut pas rentrer d'après lui. Donc, d'après voilà. lui, merci d'avoir précisé. Donc, il y a tout ça. Moi, je pense. Pardon, Norbert, désolé. Oui. Merci, Khalil. Non, pardon, mais non. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mes chers confrères. Avec tout le respect que je vous dois, puis-je souligner que l'initiative, là, en l'occurrence, celle du coup de fil, elle est prise par Alassane Ouattara. Oui, comme ça a été en 2022. Attendez. Et en 2023. Je développe. Si tu m'y autorises, Président. Non, la fois précédente qui avait marqué, ça avait été aussi un coup de fil entre les deux présidents et ex-présidents, lorsque, à l'inverse, c'était Laurent Gbagbo qui avait téléphoné à Alassane Ouattara pour le remercier d'avoir gracié le général Bruno Dogboblé, un militaire chevronné qui n'avait fait qu'obéir aux ordres et qui s'est retrouvé embastillé injustement aux yeux de son chef de l'époque, Laurent Gbagbo. Donc là, souvenez-vous, les deux hommes s'étaient parlé, les deux dirigeants s'étaient parlé. Là, c'est Alassane Ouattara qui prend l'initiative. Réfléchissez 2 secondes à ça. Vous imaginez bien qu'il n'a pas pris son téléphone directement pour appeler Laurent Gbagbo. Il l'a d'abord. Alors, maintenant, puisque j'y suis contraint, avançons un peu dans le petit détail de l'information. Il a d'abord fait appeler Laurent Gbagbo par son directeur de cabinet, qui a appelé le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo pour laisser le message, pour dire voilà, le président voudrait parler au président. Et puis, pas de nouvelles, pas de réponse. Le message a pourtant bien été passé. Enfin, je n'étais pas dans la salle, mais on ne peut pas imaginer que le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo n'ait pas transmis cette demande. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Bon, donc avançons. Pas de réponse. Laurent Gbagbo n'appelle pas. Alassane Ouattara décroche son téléphone et l'appelle directement, dans un second temps. C'est comme ça que les choses ne peuvent pas ne pas s'être passées, donc elles se sont forcément passées comme ça. C'est logique. Mais lorsque Alassane Ouattara téléphone à Laurent Gbagbo, à votre avis, est-il persuadé que Laurent Gbagbo va accepter cette offre? Non, je termine. Fini, mais 30 secondes, je vous en prie. Il sait très bien, car c'est hautement prévisible que ça ne va pas marcher, que Laurent Gbagbo va décliner poliment l'invitation. Et pourtant, il le fait. Alors pourquoi le fait-il? Sachant très bien qu'il court droit à l'échec sur ce coup de fil. Il le fait, moi j'en suis persuadé, c'est pour ça que je l'ai dit, parce que on lui demande de toutes parts, et notamment en Afrique, et notamment l'Union africaine, de faire un geste pour débloquer la situation. Et ça lui permettra, en faisant connaître l'information à travers les médias, à travers un journal, ça lui permettra de dire, ben moi, vous voyez, vous m'avez demandé de faire un geste, je l'ai fait, j'ai téléphoné, c'est lui qui veut pas, d'accord ? De même, vous me demandez de décrisper le climat politique en Côte d'Ivoire. On est allé voir Simone Yves Gbagbo, on est allé voir Charles Blé Goudé. Vous voyez, moi je fais des efforts, moi, Alassane Ouattara. Sauf que la ficelle est trop grosse parce que, s'agissant de l'ouverture du dialogue politique, ça doit passer par une institution qui s'appelle le gouvernement et non pas par un parti politique qui est une association. D'accord ? Et s'agissant des relations entre l'actuel président et son prédécesseur, tant que la question n'a pas été résolue pour le précédent, pour Laurent Gbagbo, à savoir celle de l'amnistie, il est hors de question d'avancer. Maintenant, il y a un dernier aspect que nous n'avons pas encore évoqué, c'est que ce coup de fil
une fois qu'on le médiatise et qu'on le fait savoir, ne cherche-t-on pas, c'est une question que je pose, je ne connais pas la réponse, mais je serais très heureux de l'entendre si vous la connaissez, ne cherche-t-on pas là à essayer d'enfoncer un coin dans le front commun de l'opposition entre le PDCI et le PPSCI, front commun qui a été annoncé le 19 juin dernier, au moment précisément où Laurent Gbagbo lançait sa campagne Trop c'est trop. Je m'interroge. Pour moi, je veux qu'on mette les choses en place. Le coup de fil, là, c'est un coup de fil protocolaire. Ce que, Norbert, tu es en train d'expliquer, c'est comme ça, même dans une petite entreprise, je dis à mon assistante ou à ma secrétaire, appelle l'assistante ou la secrétaire de l'autre DG, dis-lui que je vais l'appeler. Que je veux lui parler. Ou que je veux lui parler. Ça veut dire qu'il me rappelle. Non, je veux lui parler. Bon, et il ne rappelle pas. Non, ça c'est normal. Il envoie son directeur de cabinet, appelle le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, dis-lui que je vais lui parler. Ainsi, Laurent Gbagbo est prévenu que le président Alassane Ouattara va l'appeler. Sinon, Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara connaît le numéro direct d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aussi connaît le numéro direct. C'est tellement quand il a appelé, il a vu le numéro de Alassane Ouattara s'afficher sur son téléphone. Que ce soit 2 jours après ou 45 jours après, les deux là, si Alassane Ouattara voulait parler directement à Laurent Gbagbo, et j'imagine qu'il a son numéro, les deux ont leur numéro, les deux ont les numéros des deux épouses, les épouses ont les numéros de l'une et de l'autre, et ils se parlent, elles se parlent. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, quand il met son directeur de cabinet en mission, qui appelle l'autre directeur de cabinet, c'est pour que là-bas, il s'apprête à recevoir son coup de fil. C'est comme ça, le lendemain, comme tu le précises, il appelle le président Laurent Gbagbo. C'est un coup de fil protocolaire et rien d'autre. Maintenant, comment on l'utilise? Mais ces deux hommes politiques, chacun essaie d'utiliser ça. Parce que le PPSC n'a pas communiqué sur... Non, il est plus avantageux, comme il le dit, je suis tout à fait d'accord. Le président Alassane Ouattara peut l'utiliser, dire à ses partenaires à l'étranger, vous avez vu, le type là, il a appelé, il dit, il vient pas, hein. Ou bien, voilà, ça peut correspondre aussi au fait qu'ils aient fait fuiter ce coup de fil dans la presse, pour certainement montrer, on a vu comment le journaliste a mouliné sur l'information, il a développé sur certains sujets qui n'ont même pas été abordés, mais ça montrait que c'était sur des questions de politique nationale, machin, et tout. Peut-être il y a une volonté derrière pour dire, comme il a dit, faire de la communication, qui en réalité, ça n'a pas été le fait. Mais ce coup de fil était un coup de fil protocolaire. Depuis 2022, le retour de Laurent Gbagbo, en juin 2023, en 2021 en Côte d'Ivoire, à chaque veille de fête nationale, le président Laurent Gbagbo reçoit un coup de fil du président Alassane Ouattara pour l'inviter. Et chaque fois, ça s'est toujours mal passé. La fête nationale qui était prévue, comme je rappelle, où ça devait bien se passer avec le président de Konambédi, je crois que c'était en août 2023 ou 2022, après la visite de la chancelière allemande Angela Merkel sur le préfet Soubani. En attendant la fameuse amnistie, malheureusement c'est une grâce qui est arrivée. Bon, ça a agacé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ils ne sont pas présentés à cet événement où tout était prévu. Pour revenir sur la question des partis politiques, c'est des traditions protocolaires. Les partis politiques sont invités, les journalistes, les journalistes sont invités, tout le monde est invité. Il y a certains partis politiques qui se présentent, mais c'est un événement protocolaire. Cela ne veut rien dire du tout du point de vue des accords politiques. C'est protocolaire. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, les chefs des partis politiques et le gouvernement, ils ne sont pas en palabre, ils se parlent. Et pour revenir à toi, président, pour revenir à Norbert, vite fait, sur la question du RHDP qui vient discuter à la CAPSI, nous voyons voilà, c'était ce que je voulais aborder. Ne regardons pas cela comme une sorte de louvoiement du gouvernement. Ah bon? Non, regardons les choses avec étape. Nous ne voyons pas les choses, ne regardons pas les choses pour dire non, on veut le gouvernement. Non. Ceux qui sont là, ce sont les membres du gouvernement. Ce sont les membres du gouvernement. Avec 7 ministres. Non, c'est une délégation RHDP. Oui, mais je n'ai pas dit. Ce sont les mêmes hommes. Ils vont venir dire non, je viens mon manteau de RHDP. Oui, la casquette. La même personne qui vient un manteau de RHDP là, c'est cette même personne, quand il finit, ça va s'asseoir dans son bureau de ministre. C'est une étape. Qu'est-ce qui prouve que la prochaine étape sera pas avec
avec Quelle le prochaine gouvernement. étape? Il Je ne peut- suis pas au courant. Nous sommes à la deuxième rencontre. Je pense qu'il y a un calendrier avoir une qui prochaine est. étape. Après, Il peut y avoir. Au-delà des rencontres Oui. entre le RHDP et la Oui. CAPSI, qu'est-ce qui prouve que dans Mais, les échanges, Président, il peut arriver que le gouvernement dise OK, oui. on vous a entendu, on vient. Parce que moi, je vous pose la question de manière générale à tous. Il y a, je pense que Jean, vous connaissez très bien le président du PDSI, le Parti démocrate ivoirien, social-démocrate, qui a fait un communiqué, un post Facebook ce matin qui m'a interpellé. Et Norbert a dit aussi, je pense que au sein de CAPSI, cette méthode-là ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous comprenez ces divergences? Oui, effectivement, je crois que au sein de CAPSI, déjà, d'entrée, ils s'étaient réunis et puis ils ont décidé d'aller voir les organisations, notamment les chefs religieux, comment on appelle ça, les institutions internationales, l'Union européenne et tout, et donc le RHDP aussi. Donc, c'est-à-dire dans leur agenda, ils avaient énuméré toutes ces organisations qui devaient croiser. Donc, ils ont envoyé des lettres pour croiser ces différentes organisations-là. Malheureusement, le RHDP, lorsqu'ils ont écrit au RHDP, il n'a pas répondu aussitôt. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, bah écoutez, ils sont en train de mener cette... Mais là, je pense que là, ils avaient voté, c'est-à-dire à l'unanimité, ils s'étaient entendus pour mener à bien cette démarche-là. Maintenant, après, lorsque le RHDP ne donne pas suite à cette... Parce que le RHDP ne répond pas, ils se disent, bon, nous pensons qu'on ne va plus maintenant rencontrer le RHDP, on va passer à autre chose. Et donc, c'est là maintenant, peu de temps après que le RHDP répond pour dire qu'ils sont prêts à les rencontrer. Et lorsque le RHDP fait ce retour-là, au sein de CAPSI, maintenant, ils ne sont plus chauds. Et donc, il y a des partis maintenant, et il y a des partis au sein de cette coalition-là qui disent non, nous ne voulons plus les rencontrer. Aujourd'hui, nous voulons parler au gouvernement. Et donc, lorsqu'il y a cette... je crois qu'au sein de CAPSI, bon, le consensus, comment les décisions se prennent, ça se prend par consensus. Et le consensus, c'est que tous les partis ont le droit de veto. C'est-à-dire tout le monde doit donner son accord. À minima, le parti qui n'est pas d'accord s'abstient, mais donne, c'est-à-dire il donne pas quitus, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais il laisse faire. Voilà. Mais sur la rencontre avec le RHDP, les partis n'ont pas laissé faire, ils ont dit non, ils se sont opposés. Ils n'ont pas donné carte blanche, ils se sont complètement opposés. Et donc, on a un groupe de partis au sein de cette organisation-là qui, eux, ont décidé maintenant d'aller voir. C'était la première rencontre. C'est ce qui a donné lieu au communiqué du PDCI et du FPI qui, eux, ont exprimé ouvertement leur désaccord face à cette Quel PDCI, ça? Le PDCI au sein de... La première rencontre, le PDCI n'était pas boycotté. Oui. Voilà. Non, il n'y a Non, pas le question. PDCI n'a pas boycotté. Non, le PDCI... Il y a eu deux rencontres avec le RHDP. mais la première La première rencontre, le PDCI n'y était Il pas. n'était pas présent. Oui. Oui. C'est pas un boycott, c'est pas parce qu'il ne Non, mais je précise qu'il y a... si. Je crois qu'il y avait une question de... Ils considéraient que c'était pas le bon Voilà, moment. ce que c'était pas... Ils ont dit non, Le président. PDCI était allé signer à la maison du parti Mais justement, le président, lors de la oui. première rencontre avec le PPACI, le Front commun. Cela ne veut pas dire que même cette seconde rencontre Non, qui s'est faite... bon, président, moi je parle parce que j'ai eu à échanger avec Des cadres de la coalition. de la coalition qui m'ont confié cela. Et donc, ils m'ont dit que lors de cette première rencontre-là, il y a le PDCI, le FPI qui eux n'étaient pas d'accord avec d'autres partis. Et donc, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, ça a été comment on appelle ça, un engagement de certains partis qui sont partis avec la couverture de CAP. Donc, ils l'ont fait. Mais après cela, il y a eu des rencontres pour essayer de statuer là-dessus. Et donc, il y a eu encore cette deuxième rencontre-là dont les partis encore ont catégoriquement refusé. Et donc, ils sont partis. Et je crois, hier même, il y a eu une réunion avec CAPSI où je crois que la réunion était vraiment houleuse, où ils ont arrêté une décision. La décision qu'ils ont eu arrêtée, c'est que à la prochaine rencontre, donc la rencontre du 11, il ne faudrait pas que les partis qui vont s'inviter à cette rencontre avec le RHDP aillent sous la bannière de leur parti politique et non sous la bannière de CAP Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la décision qui a été arrêtée. Je crois qu'ils feront mettre un communiqué officiel là-dessus. Et donc, voici un peu... Il y a quelque chose qui s'est passé sur Facebook au moment de cette rencontre. Il y a une page là qui avait dit ces partis ne viennent pas au nom de CAP. Après, la publication a été supprimée. Président, concrètement, vous qui connaissez bien ce lieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de... Mais on a qu'il n'y a pas d'unanimité. Ce que j'ai dit, c'est une réalité ou pas? C'est pas qu'il n'y a pas d'unanimité. Non, mais c'est la réalité. L'unanimité, l'unanimisme sont nos notions avec lesquelles il faut faire beaucoup attention. Mais la CAPSI même est formée
Et ça, c'est un problème qu'ils vont devoir pouvoir régler. Hein. Moi, j'ai fait cette réflexion à une personnalité de cette coalition. Il a dit, mais vous êtes 24 partis politiques et associations. Au fond, quand on regarde là-dedans, il y a peut-être 4 ou 5 partis politiques véritablement qui sont connus en Côte d'Ivoire. Le reste, c'est des gens qui ont créé des partis politiques. On est suivistes. Je ne parlais pas de suivisme, mais on fouille même Ça reste des peut-être... partis politiques, ils sont des militants. Non, si on fouille même peut-être, ils ont créé leur parti, ils n'ont jamais fait une seule activité, même en dehors peut-être du congrès constitutif de leur parti, ils sont retrouvés certainement chez un ami, ils ont fait leurs petites affaires, et puis l'affaire est sortie. Oui, ils sont peut-être une vingtaine, ceux-là, aujourd'hui, parce que la CAPSI est en train d'avoir de l'étoffe, mais justement, ils en profitent. J'ai dit, mais c'est une erreur stratégique. Parce que si ces dizaines de partis politiques-là, qui s'élèvent, qui ne sont représentés que par eux-mêmes, qui n'ont aucune représentation, ni structurelle, ni quoi que ce soit dans le pays, qui s'élèvent, ils font une conférence de presse, et puis ils disent qu'ils font partie de la CAPSI, mais tout de suite, ça a un écho dans le pays et dans les médias. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, cette rencontre dont on parle, et depuis mai, le mois de mai, la première rencontre entre la CAPSI et le RHDP devait se faire. Elle a capoté à 1h ou 2. Hein. À 1h ou 2, la rencontre a capoté. Et nous savons tous que l'un des instigateurs de ce truc-là, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan et son parti, le FPI. Parce que lui, personnellement, il a des récriminations fortes contre le RHDP qui l'a maltraité dans son partenariat avec cette formation politique. Donc, du coup, il ne veut plus entendre. Donc, à la CAPSI, il parle de RHDP. Parce qu'à la fin, Nguessan n'est pas d'accord, il ne veut même pas entendre parler de ça. Il y a ce point-là. Et puis, deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on dise que les gens racontent. Madame Simone Gbagbo n'y était pas. Elle l'avait. Mais Madame Simone Gbagbo a soutenu et même la rencontre a été partagée. Sur ces réseaux, justement, je confirme. Je crois. Voilà, je confirme. C'est un événement où le porte-parole est présent. Et la personne qui porte la parole du mouvement est présent. Non, mais président, cela ne veut pas dire quand même qu'il y a l'unanimité. Le porte-parole peut être présent. En dehors de Pascal Affi-N'Guessan, FPI, en dehors de Simone Gbagbo, MGC, président. En dehors du PDCI, en dehors du COGEP. Dites-moi. Président, c'est la même chose que le PPACI dit des partis de Charles Blé Goudé, de Simone Gbagbo. Non, je viens, président. C'est la même chose que le PPACI dit. Du coup, on ne peut pas utiliser aussi ce même verbatim-là pour parler. Non, Henri. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on considère quand même les autres partis politiques. Au moins, les partis politiques dont tu parles là, c'est-à-dire MGC, COGEP, FPI, PDCI, ont à leur tête des personnalités dans ce pays-là qui comptent. En dehors de ça, là, ceux qui sont dans la CAPSI, là, je suis convaincu que tu ne peux même pas citer un seul. Si, président. C'est le président du PSD. Le parti des sociaux-démocrates. On respecte le pluralisme. Je ne suis pas d'accord. Henri. Et effectivement. Et j'ai une question pour vous. Là, on va avancer. Jusqu'où ira ce dialogue entre le RHDP et Cap Côte d'Ivoire? Déjà, et à quoi il sert? Les élections arrivent là. Moi, je vais revenir rapidement sur un point. Moi, je vais dire au niveau de la CAP, on a 4 partis significatifs. Le reste, ce sont juste une opportunité pour les autres partis de se greffer à cette coalition-là pour se faire voir. C'est tout. Alors, c'est déjà un grand pas. Moi, j'estime que c'est déjà un grand pas. Déjà pour la CAP, moi, je félicite la CAP parce que c'est une opposition vraiment très pacifique et qui a une réflexion. Qui est pacifique au Côte d'Ivoire? Non, c'est laquelle ne l'est pas? Qui n'est pas pacifique? Non, vous n'allez pas. Vous avez utilisé les mots pacifiques. Alors, qui prend les armes au Côte d'Ivoire? Le PPACI? C'est une opposition très pacifique avec à la tête Madame Simone Gbagbo, en tout cas, qui est une femme que je respecte. Mais aujourd'hui, quand j'entends par exemple Norbert dire on veut le gouvernement, aujourd'hui, si le RHDP s'est rendu à avoir ce dialogue avec la CAP, c'est bien entendu parce que le président du parti, qui est son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis que ces personnes s'y trouvent. Non, c'est un parti État. Donc,
Pas, non, c'est pas un parti État. Non, Non, assume, ce là. n'est pas Tu un dis parti que le État. parti S'il vous assume. plaît, ce n'est pas un parti État. Ces personnes-là se sont Il y rendues. a confusion de gens. Non, il n'y a pas de confusion de genre. Il faut qu'on. Il y a un dialogue qui a été mené, je crois, dans les années 2022 sous l'égide du Premier ministre Patrick Kachi. Si je me trompe, arrêtez-moi. Ah, non, je Donc, c'est confirme. pour ça que l'opposition appelle à un dialogue avec le gouvernement. Bah, bien sûr. Et c'est pas confusion de C'est genre. simple. Il n'y a pas de confusion. Ou ça prépare un dialogue avec Il n'y le a pas de gouvernement. confusion de genre. Vous Quand savez, le RHDP, Ah ben, le RHDP est le parti au pouvoir. Vous ne pouvez pas parler à Dieu sans passer par les anges. Donc, pour ma part, en fait, Alors, je pose ça, une question. c'est un- Il y avait une situation politique particulière. Comparaison n'est pas raison. Il faut m'excuser encore de me référer en France, mais il y avait une situation politique particulière au lendemain de la dissolution avec les résultats. Le président Macron a pris l'initiative de consulter, je pense, les différents partis politiques. C'est pas le président, le secrétaire général de Renaissance qui a consulté. En fait, ce que je veux, et c'est pour clarifier les propos de Norbert et Qui mérite montrer d'être clarifié. montrer encore la divergence qui existe au sein de CAP, comme je viens de décrire, c'est qu'on a l'impression que il y a une stratégie au niveau de la majorité présidentielle de faire avancer plutôt le parti que le gouvernement dans les dialogues. Vous ne voyez pas un peu ce volet-là? Mais non, mais. Mais Non, c'est pour clarifier un peu. En fait, tu as tellement bien dit que. Est-ce que Norbert vient de dire, et moi je le dis depuis des années, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP est un parti État. Quand les affaires et la gestion des affaires du RHDP se confondent avec la gestion des affaires de l'État, en ce moment, on parle du parti État. Pour moi, je constate qu'aujourd'hui, la CAPSI, la coalition pour une alternance pacifique, estime que discuter avec le RHDP est une étape dans le processus Exactement. de dialogue politique pour certainement arriver à un dialogue avec le gouvernement. Ils n'estiment pas que discuter avec le RHDP, c'est discuter avec le gouvernement. Ils se disent, Bon, c'est préparatoire. on est en train de préparer la route. C'est pas mal de gagner du temps aussi. L'objectif, pourquoi gagner du temps? non, mais il y a encore du temps. Dans l'histoire d'une nation, Enfin, c'est on la gagne politique. quel temps? Il n'y a quel impératif? Le 25 octobre. Le 25 octobre. J'arrive après Norbert. Le président Alassane Ouattara Norbert. n'a même pas encore pris le décret qui convoque le corps électoral. Vous êtes dans quelle urgence? Norbert. 25 octobre, 25 octobre. Il y a quoi 25 octobre? Alors, les élections présidentielles, président. Ah non, bah là, c'est simple. Je vais citer Alassane Ouattara. Dans sa présentation de candidature, on en a parlé la semaine dernière, il a lui-même cité la date du 25 octobre. Oui, c'est une date constitutionnelle, mais pour que cette date-là soit validée et qu'elle soit convoquée, il lui faut prendre Alors, un décret décret. présidentiel. Est-ce Il n'a pas encore pris ce décret. Donc, il n'aura pas les tant élections qu'il le n'a pas encore 25. pris ce décret, la date du 25 octobre, là, ça ne veut rien dire. Donc les élections n'auront pas lieu le 25 octobre. Je n'ai pas dit cela. Non, il Je n'a pas dis dit ça. que la Il n'a pas date dit du le 25 contraire. octobre dise quelque chose. Il faudrait que le président Alassane Ouattara prenne un décret. D'accord. Oui. D'accord. Et après, En fait, non, on est d'accord avec un truc aussi. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Hein. Le RHDP essaie de gagner du temps, ça c'est Bah, clair. bah, bien Maintenant, la stratégie de l'opposition, la stratégie de l'opposition, c'est quoi? C'est que, est-ce que face au fait qu'on observe tous que le RHDP essaie de gagner du temps, est-ce qu'on reste là à être inactif ou on rentre aussi en action? C'est en cela que moi je suis d'accord aussi avec le groupement de partis au sein de CAP qui ont décidé d'aller à la table de discussion. En fait, si le RHDP essaie de gagner du temps, nous aussi on peut stratégiser sur cette... Bah, vous, on peut... l'opposition. Non, je me mets dans la tête du genre... Non, je clarifie parce que ça va aller très vite dans les commentaires. Ouais, ben, s'ils veulent. Donc, CAP, ce groupement de partis-là peut se dire que, comme le RHDP veut se jouer de nous aussi, on essaie aussi de profiter de cette lucarne-là pour mettre en place Qu'est-ce que vous voulez une stratégie. Donc, c'est ça s'appelle la stratégie politique, tu vois. Et donc, moi, je pense que l'opposition, c'est-à-dire cette partie de l'opposition qui reste catégorique, qui ne veut pas discuter, qui ne veut rien entendre, moi, je crois que c'est mieux d'essayer quand même de discuter que de ne rien faire. De toutes les façons, il n'y a pas de branche armée comme les gens l'avaient en 2010. Donc il n'y a rien. À part le dialogue, à part comment on appelle ça, le processus, les mesures ou les démarches démocratiques, ils ne peuvent rien faire. Donc, quitte à discuter, quitte à aller à la table de discussion, quitte à parler avec le RHDP. Même si le RHDP veut l'opposition s'entretienne avec la jeunesse du RHDP, mais qu'ils aillent et puis qu'ils discutent. De toute façon, c'est de... Henri, rapidement, et je poserai la question de fin. Alors moi, ce que je veux dire, vous avez tant demandé une rencontre avec le RHDP.
il y a eu beaucoup de choses par derrière qui ont été dites. La Cap Côte d'Ivoire, pas vous, pas Jean-Yves, pas de Cap Côte d'Ivoire. Voilà, l'opportunité, voilà, c'est trouvé. Il y a eu cette rencontre. Alors, j'ai écouté également les mots de Mme Simone Éric Gbagbo. Elle a dit que nous ne sommes pas entrés en profondeur, mais on a décidé de mettre en place un comité technique et puis d'asseoir un agenda pour pouvoir éventuellement discuter de certaines thématiques. Donc, venir dire aujourd'hui qu'on ne veut pas parler avec le RHDP, on veut parler au gouvernement. Bah, à un moment, soyons responsables. Si le RHDP ne venait pas, on allait dire, mais ils ne viennent pas, on les convoque, c'est compliqué, oui, parti, étape. Est-ce que tu parles du temps? Est-ce que tu parles du temps? Non. On parle du temps, on te parle de 2 mois. En fait, non. Mais 2 mois et puis quoi? Faudrait qu'on soit honnête. Non, 2 mois et puis quoi? Faudrait qu'on soit honnête. C'est-à-dire, écoute-moi. Faudrait qu'on soit honnête. C'est comme ça, ça n'avait pas eu lieu. Faudrait qu'on soit honnête. C'est-à-dire, quand tu textes les gens là, toi-même là, il faut faire une étude sur toi-même, il faut faire une responsabilité, il faut être honnête. Là, on voit qu'on est à 2 mois des élections. Donc, le RHDP, l'opposition demande un dialogue avec le gouvernement. Ils disent non, on va rencontrer le RHDP. Oui. Il est clair que le gouvernement cherche à gagner du temps. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut aussi entendre, il faut aussi entendre cette partie de l'opposition qui trouve qu'on ne va pas aller dans cette dynamique-là parce que le RHDP essaie de se jouer de nous. Essaie d'entendre ça et puis, bon, on passe à autre chose. Mais toi, tu es là, tu veux toujours traiter les gens d'irresponsables. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu fais à un moment donné. Que la politique, elle a une appréciation des réalités du moment. Il faut se conformer aux réalités du moment là. C'est une opportunité que le RHDP a donnée de pouvoir parler parce que la CAP a tant voulu cette interaction là, ça a été fait. Le temps là, il appartient à Dieu. Tu sais ce que le secrétaire exécutif a dit? Tu sais ce que Ibrahim Bakongo, il a dit quoi? Il a demandé à Cap Côte d'Ivoire, vu le laps de temps là, oui. Est-ce que vous pensez que, c'est-à-dire comment on appelle ça, les revendications que vous voulez là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On ne peut rien mettre en place. Tu vois, donc ils savent que, objectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais ils y vont quand même. À un moment donné, soyons réalistes. Ça, c'est la fin de la séquence Jean-Yves. Je ne suis pas d'accord. Désolé, je suis pas d'accord. Mais bien sûr, évidemment. Il fallait qu'elle arrive cette séquence dans l'émission. Oui, voilà, c'est très sympa. C'est très sympa. Mais bon, bah voilà. Donc, je suis désolé. Bah oui, Jean-Yves a raison. C'est de la gesticulation pour gagner du temps. Et la date du 25 octobre, elle est là. Et donc, c'est la politique. Rien ne marchera. Moi, j'ai envie presque de lancer un appel à disparition. Où est passé le Premier ministre Robert Begré-Mambé? Vite, si vous le retrouvez, faites signe, téléphonez à la gendarmerie. On recherche Robert Begré-Mambé. Le dialogue politique précédent avait eu lieu avec le gouvernement de Patrick Hachi. Donc, je vous le dis, le PDCI et le PPACI, c'est-à-dire le Front commun de l'opposition, veut d'un dialogue politique avec le gouvernement, pas avec une des parties. Très bien. Président, alors il faut qu'on rentre. Bon, on va finir, mais moi, cette conversation, cette causée qu'on a, me fait penser à une phrase d'un ami burundais, David Gakunzi. Je ne sais pas si tu le connais, David Gakunzi. Un jour, il me disait, il dit, tu sais, moi, je suis burundais, je sais ce qui s'est passé dans mon pays. On a commencé à s'entretuer lorsque nous avons arrêté de nous parler. Dans notre pays-là, il ne faudrait plus qu'on arrête de se parler. C'est parce qu'à un moment, en Côte d'Ivoire, on a arrêté de se parler qu'on a commencé à s'entretuer. Il ne faudrait pas qu'on boude un seul instant, un seul moment de discuter. Que ce soit avec le PPACI, le RHDP, la CAPSI, discutons. Debout ou assis? Parlons. Debout ou assis? Quelles que soient les circonstances, assis, c'est plus confortable. Le plus important, c'est qu'on discute. Asseyons-nous et discutons. C'est le plus important. Il faudra qu'on discute. La question de la date du 25 octobre, franchement, je ne suis pas fétichiste des dates. Mais vous avez la tenue, professeur. Moi, vous avez la tenue des... Non, moi j'ai la tenue des sages de chez moi, de cette civilisation Senufo pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Donc voilà, donc franchement, aucun moment de discussion ne doit être boudé par aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Nous en avons tous besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de sérénité. Les gens pensent que l'élection
sont une solution. Dans notre pays, on a vu que l'élection n'est pas solution. En 2010, là, nous tous, on était candidats. On voit ce que ça nous a donné. Plus de 3000 morts, on parle de 3000 morts. Il y en a eu plus. Ah, c'est parce que tout le monde, il y avait beaucoup de candidats, c'est ça? Je n'ai pas dit que c'est la raison. Hein. Mais l'élection. On va pas ouvrir un débat, messieurs. Merci beaucoup, vraiment merci d'avoir participé à cette édition spéciale consacrée au 65e anniversaire de l'indépendance en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous souhaitons, toute l'équipe de Télésud, la bande qui est sortie de ses vacances. Je pense qu'on ne reviendra plus avant septembre, j'espère. Tant qu'il n'y a pas un événement. En tout cas, j'espère. On veut aller en vacances. On va aller en vacances. Donc, en tout cas, on souhaite beaucoup de paix, beaucoup de dialogue à la Côte d'Ivoire. Bonne fête d'indépendance. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je tiens à remercier Madame Isabelle Crossa, ma tante, ma maman, je dirais, qui m'a très bien habillé, qui m'a très bien vêtu de cette tenue traditionnelle de chez nous. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud et à très vite. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.